Écoutez des textes d'auteurs vivants, des écrits publiés par des éditeurs indépendants. Nouvelles, contes, micro-pièces de théâtre. Des textes qui parlent du monde vu du côté des espèces menacées. Espèces humaines, animales, végétales, arbres et océans. Ouvrez vos oreilles à la littérature contemporaine hors des circuits commerciaux. C'est grâce à la marge que peut tenir la page. Lettre ouverte aux 11 millions de lits français qui dorment sans personne dedans, publié en septembre 2022 aux éditions du Réalgard. Bernard Bretonnière, dont les listes ne résument pas tous les aspects du travail littéraire, est aussi un citoyen du monde perméable à la réalité plus crue, celle qui invite et requiert. Dans ce livre, il s'adresse aux 11 millions de lits qui, en France, dorment tout seuls, tandis que plus de 300 000 personnes n'ont d'autre choix en notre hexagone modèle que de dormir dehors. Depuis plus de 7 ans, le poète s'est engagé le plus concrètement qu'il se peut dans l'accueil des migrants, et il le revendique haut et fort, non pas pour se mettre en avant, mais pour partager une expérience de vie salutaire. Sinon un versant humaniste de plus que bonne aloi, en un temps où la notion de grand remplacement instillé par qui on sait fait des dégâts considérables dans les consciences. L'intérêt de cette lettre d'un hébergeur bénévole réside dans le témoignage de ses propres atermoiements, inquiétudes, hésitations préalables. Cher lit, que dis-je, cher lit au pluriel, puisque vous seriez quelques 11 millions dans notre beau pays. 11 millions de lits qui dorment seuls, sans personne dedans, et peut-être sans nuit, peut-être ont froid. L'estimation de votre nombre, certes approximative et fluctuante, tenant plus de la statistique sociologique que des mathématiques, résulte d'une enquête selon laquelle un lit sur 6 resterait le plus souvent inoccupé. Quand la France compte un peu plus de 67 millions d'habitants, vivant dans 37 millions de logements. Chambres d'amis sans amis, résidences secondaires sans résidents, couchage de dépannage sans panne, etc. Et pendant que ces lits dorment sans personne dedans, pendant que vous dormez seul, cher lit français, jusqu'à 300 000 personnes dorment dans les rues de votre beau pays. Dans les rues même, puisque ne sont pas comptabilisés ceux qui vivent dans les foyers et autres centres d'accueil. Pas plus que ceux qui s'installent dans des squats, tout insalubres qu'ils soient. Punaises de lit, cafards et rats s'y invitent volontiers. Parmi ces 300 000 sans-abri, on estime à un peu plus de la moitié les migrants, réfugiés, déboutés ou en procédure de demande d'asile que l'État, pour cette dernière catégorie, a l'obligation légale, sinon morale, de mettre à l'abri, bien qu'il ne s'en acquitte que pour la moitié. Ô France, douce France, patrie des droits de l'homme, pays des Lumières, terre d'asile, terre d'accueil, terre d'hospitalité, la France pacifique, lumière des nations, flambeau des peuples, avant-garde de la fraternité universelle, la France ceci, la France cela, écrivait Théodore Monod. En prenant les chiffres les plus hauts quant à l'évaluation des sans-abri, on comprend qu'il suffirait qu'un lit vacant sur 36 ouvre ses draps pour que plus personne en France, natif ou étranger, ne passe ses nuits et ses jours dans la rue. Des migrants, des clandestins, j'en veux pas chez moi sous ma couette. Attention, cher lit qui te rebiffe, je sens là que tu te fais abuser. Et je vais tenter de te l'expliquer. Clandestin, dans son emploi criminalisant, est un mot qui ment. Comme ment la formule « immigration illégale », pourtant partout employée, répétée, banalisée.
aucun migrant n'est clandestin puisque tous le sont à leur arrivée dès qu'ils ont franchi la frontière. On ne vient pas de ces pays de misère, de mort ou de guerre avec un visa, seulement accessible à une poignée de fils à papa, de corrompus. Comment Soriba ou Hamid en obtiendraient-ils un quand ils n'ont pas l'argent exigé, quand ils ne sont pistonnés par personne, quand ils fuient le régime, les autorités, la police, les escadrons, les milices, les terroristes à leurs trousses? Mais ils ne le sont plus, clandestins, le lendemain, voire le jour même de leur entrée, parce qu'ils se font sans tarder enregistrer dans une préfecture où ils reçoivent une attestation de demande d'asile, les autorisant à séjourner un temps donné sur notre territoire national. Attestation qui sera renouvelée jusqu'au terme de l'instruction de leur dossier, souvent plusieurs années en cas de recours après un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le terme « migrant » pose également question. Parmi ceux qui les aident, les accompagnent ou les hébergent, d'aucuns le récusent et ne l'emploient plus au motif qu'il serait déshumanisant. Pour moi, il ne l'est intrinsèquement, sémantiquement, en rien. Certes, dans la bouche et sous la plume de certains, il a pris depuis quelques années une connotation négative, par un usage rabaissant, dévalorisant et surtout condamnatoire. À force de l'entendre suivi des épithètes hostiles de clandestin, donc illégal, irrégulier ou économique. Mais faut-il dériver avec ceux qui salissent ce mot et, partant, faut-il que les humanistes et les humanitaires le raident leur vocabulaire? Il s'agit bien de se demander si tous nous acceptons la péjoration délibérément apportée par les anti-migrants, et si nous devons abdiquer devant l'adversaire, ainsi que le fait très justement remarquer Jean-Pascal Dubost. C'est pourquoi, ici et ailleurs, comme Patrick Chamoiseau et comme la CIMAD, Cartooning for Peace et Info Migrants, je continuerai d'employer ce terme qui seul peut englober des situations administratives et juridiques différentes, demandeurs d'asile, réfugiés, déboutés ou en situation irrégulière, refusant de me plier à une autocensure par intimidation pour laisser le champ libre à ceux qui abîment l'image des mots et vilipendent ceux que ces mots désignent. Lys inoccupés, libres, je ne cherche pas à vous culpabiliser. Vos préjugés, vos réticences, vos peurs, je les connais ou les devine. Je peux même aisément les comprendre. Je ne me sentirai plus chez moi. Je suis tellement habitué à vivre seul. Je ne suis pas assez disponible, ce serait trop lourd. J'en ai pas les moyens, ni financiers, ni humains. Me méfiant des grands discours comme des exposés de considérations morales qui ne prouvent ni ne valident rien, et donc ne sauraient convaincre, je recours plus volontiers au témoignage. On ne conteste pas un témoin. Ce qu'il raconte, il en a fait l'expérience. C'est une réalité, une morale vécue, non livresque. Aussi, cher lit qui dormait sans personne dedans, et cher gardien plein de ces lits vides, écoutez-les, Élodie, Camille, Thierry et les autres. Quand j'ai accepté d'accueillir, je ne savais pas comment ça allait se passer. C'était l'inconnu total, mais très vite, j'ai été pleinement rassuré. H est parfait, en tout, honnête, respectueux, attentif, énergique, courageux. Il me redit chaque jour sa reconnaissance. J'étais tellement triste quand O est parti que j'ai aussitôt voulu accueillir un autre migrant. J'avais des appréhensions, mais j'ai découvert que ce sont des gens qui ont un vrai savoir-vivre. Les clés, chez nous, ça n'existe pas. Ma maison est la leur. Quelle richesse dans ces rencontres, quelle ouverture au monde. Je me sens grandi par ces expériences.
L'arrivée de B dans ma vie a provoqué un bouleversement magnifique et irréversible. Les jeunes accueillis chez moi m'ont tous épaté. J'admire leur joie de vivre dès qu'ils sont posés et sûrs du toit qu'on leur offre. Dorénavant, ma vie sans accueillis n'est plus possible. Par la présence quotidienne de S, j'ai retrouvé une énergie perdue. Cette jeune Angolaise me redonne du courage pour tout. Cet accueil a changé ma vie en me sortant du petit confort dans lequel je commençais à m'encrouter. Tous, ils sont corrects. Ils sont vraiment nickel. La vie partagée avec elle m'a fait rajeunir. Il est tellement gai et agréable. Je me suis mis à refaire des tas de choses que je faisais plus. Mon fils, qui est en classe de seconde, m'a dit au 3e accueil, « C'est fou, ils sont pas du tout comme on les décrit à la télé. Ils sont très gentils et très courageux. » Pour mes petits-enfants, A est un tonton de plus. Ces accueils, tout simplement, ils ont donné un nouveau sens à ma vie. Faire du bien aux autres fait du bien à soi-même. C'est bon contre le ramollissement, ça réveille, ça empêche de déprimer, ça empêche de vieillir, de devenir des vieux cons. Que de bonheur partagé, de victoires arrachées, de connaissances acquises. Quel supplément de vie! Il y a un fossé entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. Avec M, ses amis et mes enfants se sont entendus comme larrons en foire. Nous avons recomposé une famille joyeusement bigarrée. Ils grandissent si bien ensemble. Je n'échangerai jamais mon existence actuelle contre mon existence d'hier. Vous ne savez pas ce que vous perdez en vous privant d'accueillir. Essayez, passez à l'acte, faites-le, vous verrez. Vous pouvez me croire. J'aimerais vous inoculer ça, ce truc que j'ai attrapé, pour vous donner envie d'ouvrir vos portes. C'est tellement bon, c'est tellement simple d'accueillir. Je ne demande pas à chacun d'entre vous, vous les 11 millions de lits, de soulever vos couvertures, mais quoi, si déjà 1 sur 10, 1 sur 20, est-ce vraiment impossible, irréaliste? Préférez-vous croire les menteurs, les fabulateurs, les manipulateurs et les calomniateurs qui vous présentent les migrants comme des clandestins, des délinquants, des criminels, des terroristes, des voleurs, des assassins, des violeurs? Les croirez-vous plutôt que d'entendre Élodie, Camille, Thierry et les autres? Permettez-moi à présent, s'il vous plaît, et à seule fin de témoignage direct, de vous rapporter, très simplement, ma propre expérience. À 20 ans, j'avais été tourneboulé par une phrase du poète Jean Malrieux, lue dans son recueil si justement intitulé « Préface à l'amour ». Si ta vie s'endort, risque-la. Avec quelle acuité ranimée je l'entends aujourd'hui. Car au moment d'accueillir mon premier migrant, j'avoue que j'ai craint d'être dérangé, qu'il dérangerait ma petite vie endormie. Puis je me suis interrogé. Et si j'allais aimer être dérangé? Si au fond je n'attendais que ça? Si j'en avais besoin? S'il était temps, grand temps? Et si, enfin, j'allais trouver l'occasion de l'être? Dérangé. Dérangé. Sorti de mon train-train de normopates. Chahuté. Désécurisé. Emporté dans une aventure inconnue. Ouvert à l'autre. À autre chose. À tous les autres, oui. Si je cherchais ceci, que l'étranger vienne me dépayser chez moi. Parce que, comme Élodie, Camille, Thierry et les autres, un jour, j'ai franchi le pas. J'ai décidé d'ouvrir ma porte et un lit, puis 2. Je n'en avais pas 3. Ceux de mes enfants qui venaient de quitter la maison en raison de leur âge et de leurs études. Voilà donc 5 ans, considérant que je disposais dans ma modeste maison de 2 chambres libres, une assez grande et l'autre très petite,
Après avoir vu et entendu à la télévision dans quelle misère vivaient les migrants sans abri, après avoir découvert avec quelle hostilité les considèrent certains de nos compatriotes, appelant à les bouter hors de France, par un jour d'automne particulièrement glacial et pluvieux, je me suis décidé à accueillir. La première personne à venir vivre chez moi m'a été adressée par l'association humanitaire vers laquelle un ami m'avait orienté. Il s'agissait d'un Congolais de Brazzaville. Nous l'appellerons P, âgé de 28 ans. J'avais longtemps hésité, j'avais peur. Peur de laisser entrer dans mon chez-moi quelqu'un de malhonnête, d'irrespectueux, d'impoli, de désagréable, de sale. Quelqu'un avec qui ça se passerait mal. Quelqu'un qui pourrait se révéler invivable, qui pourrait tout souiller, casser et voler. J'ai connu ces peurs, plus fantasmées que fondées. La peur confuse de l'inconnu, peur aussi stupide sinon odieuse qu'elle puisse m'apparaître aujourd'hui. Cette peur que vint si rapidement balayer mon expérience, c'est-à-dire la réalité. J'avais des raisons sans raison, mais j'avais tort. Ma peur s'est muée en envie. Désormais, je souhaite accueillir et accueillir encore, car j'en témoigne. Accueillir, héberger chez soi, se révèle facile, et pas seulement facile, heureux, bienfaisant, tonifiant. Reprenons. Le premier jour, j'ai soigneusement caché ma précieuse sacoche contenant mes papiers d'identité, chéquier, carte bancaire, argent liquide, clés, etc. et verrouillé tout ce que je pouvais verrouiller. D'emblée, P s'est révélé du plus agréable commerce. Son honnêteté était exemplaire, comme son respect et sa politesse à tous égards. Ses autres qualités m'apparurent rapidement, de serviabilité, de prévenance, de gratitude, de tolérance, de désintéressement, de responsabilité, de discrétion. Et consciencieux et soigneux et motivé pour tout. Nous parlions beaucoup, rions de même, malgré sa situation si menacée. Ma vie prenait un fichu coup de jaune et mes journées devenaient radieuses. J'ai pu penser alors que j'étais tombé sur une exception, la perle rare. Or, à P, resté 6 semaines chez moi avant de déménager dans le lit d'une autre famille bénévole, ont succédé, dans les mois et les années qui ont suivi, 20 nouveaux migrants, en majorité des hommes. Mais aussi quelques femmes et quelques jeunes enfants accompagnés de leur mère, qui tous avaient précédemment vécu dans la rue. Dans le partage de notre quotidien, ils ont montré les mêmes qualités que P. L'hypothèse de l'exception tombait. Un seul, et c'est là l'exception, par son comportement, n'a pas répondu à cette règle générale, entraînée par de mauvaises fréquentations de Français. Mais à moi, il ne m'a jamais causé le moindre préjudice, n'a jamais volé un centime, ni manqué de respect. Trop beau pour y croire? Bisounoursitude? Angélisme boboïque? Non, stricte vérité. Ainsi, ces 2 lits chez moi ne connaissent plus le vide, ma maison ne connaît plus l'ennui et la morosité. Nous vivons tous ensemble tellement mieux, tellement plus. Aujourd'hui et au quotidien, je ne peux plus me passer de leur présence, elle m'est devenue nécessaire parce que naturelle et revigorante et salutaire et vitale. D'autres suivront, assurément. Nombreux et longtemps. Je le veux désormais, pourquoi pas tout le reste de ma vie. Vu l'insuffisance criante des places dans les foyers et autres dispositifs, ni l'État, ni la ville où il se trouve, ni le 115, SAMU social, faute de volonté politique, ne peuvent mettre tous les migrants à l'abri. Les collectifs et associations sont saturés, faute de lits en nombre suffisant. Il ne reste donc pour héberger que les familles, les particuliers, les lits privés. Or, si ces familles, ces particuliers et ces lits accueillent si peu, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les migrants
parce qu'ils les imaginent grossiers et indélicats, des racailles, voire des barbares. Cette diabolisation systématique leur cause un tort considérable. Pour commencer, elle les prive de lit. Considérant l'accueil de l'étranger, de l'exilé, du réfugié, du demandeur d'asile, j'entends chaque jour l'un ou plusieurs d'entre vous dire « Je le ferai bien, mais… » Dans ce « mais » qui vous retient, il y a la méfiance, l'inquiétude, cette peur évoquée plus haut d'un risque fantasmatique. Aussi ce « mais » vous arrête-t-il quand il ne ressortit qu'à des représentations imaginaires. Damien Carême, reprenant le terme inventé par une lycéenne, appelle les migrants des chercheurs de refuge. Ils sont avant toute autre chose des chercheurs de lit, des chercheurs de vous. Ils vous cherchent. Mais vous montrerez-vous, mais leur ferez-vous signe, mais imprimerez-vous sur vos draps « Welcome », « Bienvenue », et ceci décliné dans toutes leurs langues. On compte en France 1 migrant pour 700 habitants. 700 habitants ne peuvent-ils pas offrir un lit, rien qu'un lit? Sait-on encore que si chaque commune de France accueillait 4 ou 5 migrants, plus aucun d'entre eux ne serait à la rue, en squat, en foyer ou en centre d'accueil. Lorsque Adama, Boubacar ou n'importe lequel des milliers de migrants qui, dans notre pays, vivent dehors, cherchent un abri, aucun lit ne peut-il donc leur être proposé? Je ne peux pas le croire. Tenaillé par cette insupportable et inacceptable détresse, devenant prosélyte de l'accueil, j'ai formé le projet, jamais abandonné, de déposer, dans les boîtes aux lettres des grandes maisons derrière les murs desquelles on peut supposer que plus d'un lit languit sans personne dedans, des tracts invitant à héberger. Ce que j'ai toutefois mis à exécution, c'est la diffusion de plusieurs appels ponctuels par courriel sur ma page ou sur celle des groupes Facebook pour demander un hébergement d'urgence. Mamadou était à la rue, malade, un jour de grand froid. Abdoulaye, devenu majeur, venait d'être expulsé de son hôtel-foyer. Le squat où vivait Youri avait été brutalement évacué. Mais alors, tous mes correspondants se taisaient, pas un like, pas un commentaire. Et sur plusieurs centaines de messages, pas une réaction, pas une réponse. Alors que leur nombre se révèle considérable quand je dénonce le scandale du non-accueil de l'État ou telle collectivité territoriale. Manifestement, ma demande expresse gênait. Pourtant, les connaissances auxquelles je m'étais adressé étaient bien là, quelques semaines plus tôt, à crier sous les fenêtres de la préfecture. Plus personne dehors, hébergement inconditionnel immédiat, état criminel, préfet inhumain. Cette demande gênait, sans doute parce qu'elle culpabilisait. Pourtant, à chaque appel, quand je ne l'attendais plus, un miracle finit par se produire, qui me garda d'une totale désespérance. L'ami de l'ami d'une amie s'était dit « En fait, j'ai un lit sans personne dedans. Alors, pourquoi pas ?» Je ne reproche à personne de ne pas ouvrir porte et lit. Celui-ci, celle-là peuvent avoir leurs raisons. Ils peuvent aussi avoir été trompés. Ceux auxquels j'en veux, ce sont ceux qui, par les contre-vérités qu'ils colportent, par les risques et les dangers qu'ils inventent, par les incidents, mauvaises expériences, et il en existe certes, mais bien peu, qu'ils montent en épingle, dissuadent les autres d'accueillir. Un lit vide, c'est un lit froid, vous le savez mieux que moi. Ne l'entendez-vous pas, le migrant qui, presque à votre pied dans la rue, là, juste en bas, fredonne à votre place « Je te réchaufferai, je te réchaufferai ». S'il vous plaît, redites-moi donc, lit qui dormait, sans personne dedans, combien vous comptez dans votre maison, dans votre rue, dans votre ville, dans votre France.
Je sens ici que certains d'entre vous, cher Lee, qui reconnaissez à l'occasion vous ennuyer, s'indignent du sort réservé par notre pays aux migrants. Mais s'indigner suffit-il? N'est-ce pas un sentiment un peu chiche, un peu court, n'en déplaise au bon monsieur Stéphane Hessel? Si vous passiez plutôt, cher Lee, de l'indignation à l'action. Et tout soudain, je pense à vous, Lee chrétien surmonté d'un crucifix. Oublieriez-vous les évangiles? Celui de Matthieu, par exemple. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Je vous remercie, Lee, jusqu'à présent fermé, d'avoir bien voulu prendre le temps de lire cette lettre ouverte, bien abritée sous vos contrepointes. Puisse-t-elle, chers 11 millions de Lee, changer votre vie. Bernard Bretonnière évoque en toute honnêteté la peur qu'il a eue d'être dérangé dans ses habitudes. Qu'allait donc entraîner le simple fait d'offrir un lit inoccupé d'une chambre vacante à quelqu'un qui en a besoin? Et il explique à quel point ce qui en lui craignait pour sa tranquillité est ce qui aujourd'hui a envie pour sa même tranquillité, parce qu'accueillir est non seulement utile, mais heureux, bienfaisant, tonifiant. Critique de Jean-Claude Leroy, Poésie Bao. Bernard Bretonnière est écrivain, auteur d'une quinzaine de livres publiés au Dé Bleu, à La Joie de lire, à L'Amourier, à Color Gang, à L'Œil ébloui, au Réal Gare. Il a bénéficié, pour différents ouvrages, du prix Pourquoi pas de l'Association vendéenne pour la formation et l'insertion, du prix Chartres Poésie et de la sélection Annette aux nouvelles écritures théâtrales. À l'invitation de diverses structures du livre, il a effectué des résidences d'écriture multiples.